So in principle, what they do basically, if it's the projection to 2030, is based on how many households you have and how many people you have with the models that the European Union use. Similarly, I mean, they normally use primes, but I'm not sure if for energy they only use primes for that. They will make a calculation for the whole time period based on how many people we are and the type of kind of building a stock that we have, similar to what I think it was before, not Nadine, but Marjorie mentioned, basically considering the characteristics of the building stock at the European level in the different countries, a projection to 2030. They wanted to increase this from 9 to 13. It didn't fly, probably. 9 was the previous one. 9 was the previous one, and then they wanted to increase it to 13, but in the end they agreed to the, let's say, middle point of 11.7. I assume for political reasons, and normally it's a couple of countries that kind of stop that from a political perspective. Maybe Nadine, you can come join us so we can have a mixture of questions. Jacques, I owe you a question or two. Je me sens un peu orphelin quand il n'y a pas de chiffres quelque part. Et donc, vous avez, bon, le titre, c'est sobriété. Donc, sobriété, comment ça se mesure? C'est-à-dire, vous avez présenté le panorama des politiques publiques, des décisions qui sont prises, etc. Mais il manque quelque chose sur l'efficacité de tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose de mesurable sur la sobriété? Sobriété voulant dire non pas efficacité énergétique, mais vraiment sobriété, c'est-à-dire diminution de la consommation énergétique. Donc, est-ce que c'est mesurable? Ou est-ce que c'est trop faible pour être mesuré? Alors, je rajoute un commentaire et une question. Le commentaire, c'est quand François Hollande est venu au pouvoir, il promettait, comme objectif, 500 000 rénovations énergétiques par an. Le chiffre est bien en dessous de 100 000 à la fin de son mandat, contrôlé, vérifié, etc. Et comme on n'arrive pas à faire 500 000, du coup, les objectifs sont maintenant de 700 000. Rénovation énergétique par an dans différents scénarios, dont le scénario négawatt, mais il y en a d'autres, etc., qui ont cet objectif-là. Donc, on est dans le délire le plus complet. Est-ce que c'est votre avis aussi qu'on est dans le délire le plus complet dans ce genre de scénario? Et la question maintenant qui vient avec, c'est parmi les moyens techniques mis en place, il y en a un qui n'apparaît pas et dont il me semble qu'il existe en Allemagne. Il y a une banque, la KfW, qui est spécialisée dans la rénovation des bâtiments, mais au sens du tiers investisseur. C'est-à-dire, c'est pas le propriétaire qui fait les travaux, c'est la banque qui investit, qui prend en charge les travaux et qui se rembourse après sur la différence entre l'énergie qu'elle va vendre elle-même, donc, aux propriétaires où les travaux ont été effectués et ce que ça lui coûte à elle de fournir ses moyens énergétiques. Donc ça me paraît vraiment le truc qui paraît parfait, quoi. C'est le truc qu'il faudrait faire dans la mesure où on échappe un peu aux contraintes financières des individus, puisqu'on étale ça. D'abord, il y a un truc comme la Banque des dépôts la Caisse des dépôts qui a l'étoffe suffisante pour prendre en charge des choses comme ça à long terme. Et puis, on étale ça pour les occupants au fil de leur consommation d'énergie, au fil des ans. Donc, pourquoi ça semble ne pas exister, alors que ça pourrait être mis en place à la fois pour les particuliers, mais l'État pourrait même commencer par des bâtiments publics, comme argument de conversion, de dire, vous voyez, c'est important de le faire, la preuve, c'est qu'on le fait pour les bâtiments publics, pour lesquels les choses devrait être beaucoup plus simple à faire, puisque c'est déjà l'État qui possède les trucs, donc il n'y a pas de... Donc pourquoi tout ça ne se passe pas? Yeah, I mean, est-ce que vous avez un problème si je réponds en anglais? No, that's okay. Okay. In regards to the KfW, so basically this is the public development bank in Germany. With public development banks, you can always do that. I mean, in reality, they will invest in something, they will give a grant to something, and they will basically benefit from that. If the idea with the whole transition is just to try to get blended finance. So basically, there is this part of investment made by the development bank, in this particular case, the German Investment Bank,
and then you will try to attract private investors to do it. As you mentioned, with public buildings, that should be relatively easy. But it's true that the consumption of public buildings is not the same. Normally, they are very much decarbonized already, and they don't offer the same level of kind of complications in terms of behavior that households, for example. Because in reality, you have your office time from 9 to 8, that's it. The majority of them will have already double glazing. In terms of heating, well, some can have full heating, but normally it's pretty efficient already, which is what happened already as well in industry. Now, if in terms of industry, there is a lot of efficiency already done because it's a matter of costs for the industry that are able to project a little bit better than households in terms of energy savings. There was another question at the very beginning, but I forgot. Oui, sur la sobriété. Est-ce qu'il y a quelque chose de mesurable? So in terms of that, yeah, it's it's pretty difficult, I think, to measure. But what I would like to kind of highlight is the fact that in reality, when we implement, for example, I have another research on the same topic, but on actual consumption in households. When we implement the measures, low-income households don't see savings. Low-income households increases their consumption because they are already in full poverty. So what they will do is just have a higher comfort at home and try to complement with the fact that they are going to pay a little bit less money, but having a better comfort at home. So more than sobriety, we might want to talk about sufficiency somehow, energy sufficiency in particular households, but how to measure that, again, it's difficult. And I don't have an answer on how to do it, but it's not my field. Je complète un petit peu, c'est vrai que la question de la sobriété, telle que moi je l'emploie, c'est plus de voir comment il y a des pratiques qui évoluent pour correspondre à un référent institutionnel. Et la question de la mesure, elle est clé, parce que de toute façon, le DPE serait supposé mesurer les choses. Sauf que on est sur des projections qui ne correspondent pas du tout à ce qui se passe dans le logement. Et en réalité, effectivement, mesurer, avoir une donnée, des données, il y a eu effectivement l'enquête logement il y a quelques années qui avait tenté effectivement de donner des chiffres sur ces questions-là, mais il n'y a pas eu de suivi sur effectivement on va dire le corollaire entre la consommation en mètre carré et la dimension monétaire de tout ça. Parce qu'en fait, c'est les deux éléments qui vont permettre à un moment donné de réfléchir à la question de la sobriété. Et pour compléter ce que vient de dire Christina, c'est que les ménages les plus pauvres, et en tout cas les plus près de la précarité énergétique, ils ont une économie de la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce que 5 € ramènent comme possibilité de chauffage. J'en veux pour preuve, j'ai fait plusieurs enquêtes, même dans le logement social, où on préfère, parce qu'on a compris que dans les charges, il y a le coût énergétique, donc on préfère à la limite fermer les radiateurs et aller acheter des espèces de chauffage d'appoint où vous avez, des bidons de fuel en fait. Parce que tout simplement, il y a une valeur monétaire qui s'affiche tout de suite. C'est-à-dire, j'achète 10 €, je sais que je vais consommer pendant quelques jours, c'est 10 €. Donc il y a une forme de suivi, sauf que quand on additionne, et c'est ce qu'on avait fait nous, quand on additionne le coût au mois, ces ménages consomment 3 fois plus qu'un ménage moyen. Donc c'est vraiment cette dimension-là qui permet de réfléchir à la question de la sobriété. Mais elle n'est pas généralisée, c'est-à-dire que, je sais pas, il n'y a pas de base de données qui peuvent associer les deux. Ce qui est intéressant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de la croyance, c'est-à-dire qu'est-ce que je crois faire pour être conforme aux standards qui me fait croire que je fais, en fait, d'une certaine manière. Et en réalité, c'est vraiment... moi, je me souviens, on avait fait une enquête avec le CSTB, justement, sur des ménages en Île-de-France, où on avait fait Alors, ça ne pouvait fonctionner que sur des ménages qui utilisaient de l'électricité. C'est-à-dire que nous, on avait fait des entretiens semi-directifs sur rapport à l'énergie, donner nos factures, et les ingénieurs avaient mis des capteurs pour vérifier la différence entre la réalité de leur pensée
et la réalité de leur consommation. Il y a un écart qui est énorme. Là, il fonctionnait sur 60 ménages. On avait pu instrumenter 60 ménages. Donc, c'est vraiment quelque chose... ouais, c'est un trou noir. En fait, et je suis pas sûre que les bâtiments performants soient si performants que ça, en fait. C'est un manque d'acculturation énergétique, en quelque sorte, ou de maîtrise de cette dimension, tu dirais, ce sur quoi tu viens de pointer, ou est-ce que c'est le manque d'indicateurs de pilotage, c'est-à-dire qu'on voit sur son compte en banque évoluer le temps, mais on ne voit pas en fait, c'est très la puissance s'appeler. Les indicateurs de pilotage, c'est extrêmement violent. Moi, j'avais suivi une opération qui... c'était dans l'habitat social, parce qu'en fait, l'habitat social, il permet énormément d'expérimentation, parce que les gens sont captifs. Donc du coup, je me souviens, un affichage à l'intérieur du logement. Alors, avant de sortir de chez vous, on vous indique ce que vous avez consommé depuis la veille. C'est quand même hyper violent. Et sachant que nous, on ne nous le dit pas. C'est-à-dire, nous, on est des classes moyennes, classe CSP+, on nous laisse tranquille avec ça, en fait. Et de ce fait, moi, je pense que la dimension économique est principalement le vecteur. C'est un des vecteurs structurants de la consommation d'énergie. C'est-à-dire la visibilité économique de ce que l'on consomme, beaucoup plus que la dimension de l'alerte écologique ou de l'alerte climatique ou même de l'alerte de l'épuisement des ressources. C'est absolument abstrait. Par contre, de savoir que je vais consommer 100 € en 3 jours parce que c'est un hiver très froid, etc., ça, c'est un frein hyper important. Mais par contre, que ces 100 € égale, je sais pas moi, un fourrage avec X barils et du coup, on va dire du CO2 dans l'atmosphère, il n'y a pas de référent imaginaire. Oui, je voudrais reparler d'une info qui est sortie il y a un peu plus d'1 an et qui notait qu'il y avait une différence énorme entre la consommation réelle et surtout l'échelle de consommation réelle des habitations et ce que disait le DPE. Donc j'ai sous les yeux, entre A et G, on est supposé consommer 6 fois plus, et l'enquête montrait qu'il y avait une différence à peine un facteur 2, c'est même plus que ça. Du coup, mais cette estimation de la performance énergétique, elle donne lieu à des décisions d'investissement. Elle donne lieu aussi à des plans. Mais ces plans, en fait, ils sont basés sur des calculs qui sont complètement faux. Ils sont aussi faux par le fait que dès qu'on est mieux isolé, on chauffe plus. Pourquoi est-ce qu'on continue d'avoir cet objectif prioritaire d'isolation des bâtiments, dont on voit bien que en réalité on est incapable de le tenir, de faire 1/10 de ce qu'on prétend faire, et c'est un objectif qui est au niveau de l'aide au public beaucoup plus important finalement que l'aide au développement de la capacité de production d'énergie propre en France. Parce que, en vérité, si on ne change rien au logement, ce qui est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, la seule façon de diminuer les émissions et finalement d'être maître de notre consommation, c'est de produire ici et de produire de l'énergie propre. Pourquoi est-ce qu'on continue d'avoir cet objectif ? Parce que c'est une question de développement du marché. C'est venu un marché de substitution à beaucoup de choses. Donc du coup, il y a eu une espèce, de mon point de vue, d'emballement entre la nécessité par l'action publique de prendre en charge l'enjeu climatique et énergétique et l'ensemble des solutions qui ont créé un espace dans lequel tous les acteurs maintenant viennent se loger. C'est-à-dire qu'ils soient bancaires, qu'ils soient des assureurs aussi. Et de ce fait, c'est un affichage. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire que s'il y a eu un recouvrement de la question environnementale par la question énergétique, c'est parce qu'on savait faire. Techniquement, on avait des solutions à proposer. Et de ce fait... Mais on n'est pas sûr que ces solutions sont énergétiquement viables. Non, on n'est pas sûr que ces solutions soient monétairement pertinentes. Du coup, quand est-ce qu'on se pose des questions ? Non, mais moi j'ai assisté à la création... j'ai été au contact des gens qui fabriquent la RT au Centre scientifique et technique du bâtiment. Vous tombez de votre chaise. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Donc on est dans des représentations des consommations, mais même j'avais discuté avec des collègues physiciens
parce que moi je suis pas physicienne loin de là, il m'avait dit mais il y a un écart dans le modèle, c'était des anciens modèles, hein, mais il y a un écart de 1 à 6, je crois. C'est fou. Physicien aussi. Oui, mais bon, c'est dommage qu'on n'est pas la troisième personne qui était la plus... Mais je me souviens de cette journée parce que Marjorie était là et on avait discuté de ça, justement. De cet écart où, à partir du moment où des collègues physiciens sont allés mettre des capteurs dans les bâtiments performants, qui étaient même des modèles au Centre scientifique et technique du bâtiment, c'était du délire. En fait, du coup, Marjorie n'est pas là, mais je connais un tout petit peu par l'enseignement ce sujet. Non pas que ce soit mon sujet de recherche, on s'en fout, mais du coup, effectivement, c'était tout l'objet de ce que racontait Marjorie, c'est ce performance gap qui vient de ces deux facteurs qui sont les malfaçons, qui en fait sont pléthores. Et donc ça renvoie à la question de la formation et les compétences de l'industrie de la rénovation ou de la construction très courte, ou même de la construction tout court, sans parler de la rénovation. Cette histoire de comment est-ce qu'on représente les effets rebonds, etc. Et aujourd'hui, c'est absent de 99% des études qui sont faites. Et encore, des études qui sont faites, ça veut dire qu'on ne s'est pas contenté de faire un truc réglementaire. Parce que, elle l'a dit au début, et je vais répéter, c'est que l'outil réglementaire RE2020 ou RT12 les années précédentes, etc., dans bien des cas, il sert d'outil de conception, alors que ce n'est pas un outil de conception. Donc en fait, il y a un déphasage, il y a une complexité des outils qui n'arrivent même pas à être transposés au bureau d'études, en fait, quelque part. Et ça, c'est un problème que je connais, parce que c'est la même chose pour le microclimat urbain et l'adaptation de la ville au surchauffe. C'est qu'il y a des outils super chiadés qu'on a mis au point dans le monde de la recherche, que même les bureaux d'études n'arrivent pas à s'approprier. Et du coup, quand ils vont sur le terrain, ils utilisent des outils qui sont faux, qui sont mal paramétrés, qui sont non validés, non calibrés, etc. Et donc, on voit tout et plein de choses. Donc, il y a différentes réponses. Je compléterai en disant, et en répondant du coup à la question d'Hollande, c'est qu'en fait, il y a, et c'est ce qu'a montré Marjorie, c'est qu'il y a un gros problème qu'on ne veut pas considérer, c'est le secteur du bâtiment et la mise en œuvre, en fait, qui pose un énorme problème, tout simplement parce que c'est un secteur qui fonctionne sur de la main-d'œuvre non qualifiée, qu'on n'arrive pas à former ou qu'on ne peut pas former. Moi, j'ai travaillé au tout début quand j'ai commencé à travailler sur l'énergie, sur les artisans du renouvelable. Et en fait, en France, entre 75 et 80% des entreprises sont les entreprises avec un seul salarié. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'absenter pour se former. Donc, de ce fait, les histoires de RGE, de labels, etc., bon, ils se débrouillent pour les avoir, hein, et souvent, ils vont faire les formations. Mais dans la construction et la sous-traitance en cascade du bâtiment, bah, vous avez tous les problèmes de cet écart de 1 à 6. Enfin, moi, là-dessus, elle l'a dit, elle s'est pas attardée dessus, Marjorie, c'est dommage qu'elle soit partie, mais elle a dit, il y a un grand gap, on peut pas, on met un peu un mouchoir dessus, en fait. Mais bon, c'est aussi la main-d'œuvre illégale, c'est aussi tout un tas de marchés, les marchés de travaux publics, tout ça, comment ça fonctionne, qui fait que les attentes en termes de rénovation énergétique ou de bâtiments performants, il y a là. I just want to follow up in terms of type of models that we use and measures that we use. So one of the things that I always like to say, because I am myself pretty skeptical and kind of risk averse with forecasting measures and basically trying to understand what is going to happen from now in 30 years and what kind of consumption we will have. But there is a lot of work right now in this field and in energy in general, trying to understand what happens after we put in place the different measures. So if we are able to measure ex post, okay, you have installed this insulation, and then I'm going there and I'm measuring. Well, actually, if you are opening the window because you are used to a certain level of temperature, for whatever reason, you cannot turn down the thermostat because it's a smart building, and then you will open, you will close. These kind of behaviors are the ones that are creating these performance gaps. If we try to understand and we can measure with, I know the team are doing some research on that front, and implement later on, okay, this is what we've learned. People open the windows, people don't turn down the thermostat, we might be able to implement that ahead or before in the models and therefore improve our models later. But it's a matter of combining as well different type of measures and different type of studies, not only ex-ante modeling approaches, but also some kind of ex-post empirical analysis that allow us to combine the results. Bien sûr.
Oui, mais c'est simple. Quel est le pourcentage de foyers en précarité énergétique aujourd'hui? Sauf erreur de ma part, il est en croissance. Et aujourd'hui, on est à quel taux? In the UK, it's 13%. I think is what I mentioned. In France, it's approximately the same. I actually have the figure, but I didn't put it. It's more or less 12% is the European average. 12. En fait, tout dépend du seuil, encore une fois. C'est-à-dire que de quelle catégorie de pauvres on parle. C'est-à-dire que, effectivement, les très pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près ce chiffre. Non, mais quelqu'un, on va prendre un critère, quelqu'un qui chauffe, parce que chauffer, c'est trop cher. It's around I think it's around those figures. I mean, I cannot give you exactly, but it's in between 12, 13, 14% on that area. There are two different ways, I think, if I am not mistaken, and if I remember properly, to measure energy poverty percent, but they are more or less measuring the same thing. So in the end, it's around this percentage. Pour moi, le moment le plus important, c'est ce que tu as montré, c'est-à-dire la baisse avec la crise en Ukraine. Là, on est dans une vraie situation de pénurie potentielle, en fait. Mais c'est pas tant une pénurie qu'un coût qui augmente. Et c'est là, véritablement, où on est dans une situation qui pourrait servir de modèle en se complexifiant et en s'accentuant. Donc, ça veut dire que les gens sont capables de changer des modes de consommation, au baisser. Et après, ce qu'on ne dit pas par ce chiffre, c'est quid du confort. C'est-à-dire, est-ce que les gens se sont mis en situation d'inconfort pour pouvoir payer leurs factures, c'est-à-dire avoir un pourcentage un peu plus haut de personnes qui auraient pu être temporairement en situation, entre guillemets, de précarité énergétique, et avoir froid chez soi, mettre en danger le bâtiment parce qu'on ne chauffe plus, etc. Et puis... et ça, c'est intéressant pour moi, mais je sais pas, maintenant, ça, c'est parti, on va dire, au mieux. Donc, si on a ce type de situation sur une longue durée, ce qui serait intéressant d'enquêter, c'est en quoi ce manque, parce qu'on n'a jamais expérimenté le manque, jamais. On est dans une situation d'abondance. Regarde, ma question, elle est liée au fait que dans d'autres secteurs, donc aux histoires qu'on a vues se dérouler, avec des choses qu'on peut qualifier de révolte, la question du prix de l'énergie était à l'origine de ces révoltes-là. Est-ce que... Pardon? Don't pay UK, c'est ça? Non, mais sur les subprimes avec les périurbains qui se retrouvent à devoir choisir entre je paye les traites de ma maison et je paye, etc., etc. Et ma question, c'était est-ce qu'on a une bombe à retardement de la précarité énergétique de certains foyers en France, c'était pas. Parce qu'après, bien sûr, les DPE, c'est pas parfait. Bien sûr, ça serait mieux que ce soit détecté. Il n'empêche que c'est quand même mieux que rien du tout, ces indicateurs-là. Et c'est vrai que les milieux autour, le milieu du bâtiment, est un milieu qui a un défaut de démarche qualité qui est caractérisé, qui est que tel corps de métier intervient et va faire un trou, l'électricien va faire un trou pour passer des goulottes, et va créer un compte thermique et autres bêtises, d'accord. Mais ma question, c'était vraiment, est-ce qu'on a quelque chose qui est une bombe à retardement, ou est-ce qu'on traite un problème qui est donc comme on en a plein d'autres? C'est difficile. Yeah. I'm not sure I have an answer because I'm not sure I got everything. That's so basically the question is, are we going to push back the problem, something like that? Yeah, well, different association told us that when people have to count their money, okay, they have to go to work, so they use their car. Okay, so for the gasoline, they pay for the gasoline. They have to offer present to the kids, okay, so they pay for that. But then they decide not to pay something. And what they decide not to pay, usually, is a fraction of the energy. Not for the transport, but a fraction for the energy inside the house. But for a certain level, okay, well, you are cold, you put the sweetness, whatever, but there is a threshold below which everything can arrive.
Moi, je pense qu'on peut avoir des situations extrêmement difficiles si vraiment le bouclier tarifaire disparaît. C'est-à-dire si on n'a pas cette espèce de parachute et qui va faire exploser les prix de l'énergie et de ce fait, les gens, effectivement, ils auront des difficultés à régler ses factures et à faire des arbitrages. Parce qu'il faut les travailler, etc. Donc, mais moi, j'ai pas de données, en fait, j'ai pas d'enquête là-dessus. Je comprends le fonctionnement un peu de l'action publique, mais je peux pas répondre, en fait. Mais en tout cas, il y a des indicateurs qui font que si ça bouge, cette espèce de curseur, s'il bouge, effectivement, on va avoir des classes moyennes qui vont devoir faire des arbitrages, c'est sûr. There is a question as well about the design of the electricity system itself. So, I mean, I know here in France it's slightly different because of nuclear, but for example, in Spain, where we have now 60% of the generation that comes from renewable energy, in reality, we are still paying a very, very high price for electricity because the way in which the market is designed is like the last unit of energy is the one that marks the price, and that's gas. Yes. So therefore, if we manage to change the electricity system at some point, this might change. But the problem is the incumbents and the utilities and how you tell the utility, well, now we are going to do everything with renewables, and now we are not going to pay for the gas. It's a very kind of systemic, I think, complexity that we haven't addressed yet and needs to be addressed. Je pense que aussi, idéalement, bonsoir. Non, je pas. C'était un petit commentaire par rapport justement à l'effondrement de la consommation après le début de la guerre en Ukraine. On a un phénomène qui est pas comparable parce que ce n'est pas la même société, mais qui c'est pas cynique ce que je veux dire, mais qui est intéressant. C'est après Fukushima. Après Fukushima, le gouvernement japonais a éteint toutes ses centrales nucléaires et ils ont fait venir de l'électricité, notamment de Russie. Ils ont demandé à la population, tu parlais de sobriété, Jacques, ils ont demandé à la population de réduire leur consommation électrique. Et de mémoire, parce que j'ai dû savoir il y a longtemps, c'est 20% de consommation en moins sur 6 mois. Donc en fait, ce qui se passe quand il y a un événement comme celui-là, là, c'est pas un problème tarifaire. C'est un autre type de problème. Manifestement, la population, en tout cas japonaise, alors ça concerne peut-être pas l'Europe de l'Ouest, mais la population japonaise a réagi et, disons, a été sobre durant 6 mois. Donc c'est une expérience qui est pas commandée, mais une expérience qui existe par ailleurs dans cette région du monde. Donc c'est aussi une indication sur la capacité qu'ont les populations à réagir. Alors là, c'est un grand événement, Fukushima, évidemment, c'est pas anecdotique, mais les populations réagissent quand même en étant sobres durant un certain temps. If I can, it's a matter, and that's something that probably the sociologists know way better, but it's something that I always kind of laugh about it. It's like in economics, we always say that changing behaviors is very difficult, okay? You only need fear to change behavior. And it's not the way to do it, I mean, if you generate anxiety, but we have seen it with COVID. You just make fear in the population suddenly wear masks, we don't leave our house, we accumulate toilet paper in our houses. So in reality, it's very fast that we can change behaviors very fast. But we have to have this kind of, I think, a moment in which we see the crisis in front of us. And the problem with this type of situations is like we don't see the crisis in front of us. We are still projecting that climate change and the energy problem is something at a very long term. And we are not seeing the issue in our nose. So yeah, but it's just anecdotic. It's like, it makes me laugh always because I think with fear, you change everything like in a blink. Oui, mais je crois qu'Hervé a donné contexte puis dans la refus. Parce que je voulais réinvestir, Christophe dit avoir un mauvais diagnostic. Le DPE est un mauvais diagnostic. En plus, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du DPE pour le rendre
très, disons, faire qu'il est très loin, et que le performance gap est énorme, c'est très mauvais pour décider des investissements. Or, c'est exactement ce qu'on fait finalement avec ce genre d'estimation. Et probablement, on fait de très mauvaises décisions d'investissement avec le TFL. Et ça nuit à... Effectivement, on peut se dire, si les gens ont très peur, ben, on va pouvoir changer les comportements. Encore faut-il qu'on prenne les bonnes décisions. Parce qu'en l'occurrence, si on ne fait pas d'économie, si le retour sur investissement de l'isolation, c'est 3 ou 5 fois moins que ce qu'on projette, ben, il faut absolument pas faire l'isolation. À moins qu'on sache, en effet, déjà tout le reste qui doit être fait pour limiter les émissions, etc. Donc, moi, je crois que c'est très grave que ce performance gap, pour quelque chose de très important, qui est 30% de la consommation, ben, c'est vraiment un scandale, en fait. La seule nuance pour faire ça, je ne serais pas d'accord, mais c'est que quand tu as une trop sale note sur ton DPE, tu es obligé, pour vendre, de faire un audit énergétique complémentaire qui, lui, est loin d'être parfait, sera plus fidèle, plus précis que ce que te dit le DPE qui est très très light. Mais c'est la seule nuance. Mais on n'a pas encore de données sur la moins-value immobilière. C'est-à-dire que c'est trop récent. Ça veut dire, on ne sait pas si effectivement dans la négociation, il faudrait travailler, faire un travail avec les agences immobilières, entre autres pour les prix de vente. Est-ce que le fait d'avoir une étiquette préjudiciable amène à vendre plus bas que le prix qu'on attend? On n'a pas d'infos là-dessus. Et pour les chambres de notaire ont des choses là-dessus. Je suis pas sûre encore. Sur les délais en tout cas sur les délais de vente, il y a des... Parce qu'il y a un problème de marché général en ce moment, mais je suis pas sûre. Et en fait, effectivement, pour les appartements, ça ne fonctionne pas. En Île-de-France, c'est même... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet, mais... Catherine, C'est un exemple du vécu, dans le sens où des appartements, des petites surfaces à Paris, sous les toits, donc forcément KCG, qui étaient 150 000 euros, ont été estimés plutôt à 100, 110 000. Estimés par un agent immobilier. une baisse du marché. Oui, mais là on parle de quand même 40%, tu vois. Donc oui, Ferhat, non, je pose la question que Pascal avait pas posée. C'est-à-dire que finalement, l'un des objectifs de ces certificats était au départ d'empêcher la location de passoires thermiques à des gens, quoi. Et finalement, ça n'a pas l'air de marcher. Mais la question, c'est s'il y a un feedback quelconque sur le fait que il y a quelque chose. On ne fait pas du tout. Nous sommes locataires et nous subissons des performances très modestes. Je vous rappelle juste une petite histoire. Hein, c'est qu'au moment où on a mis en place cette exclusion, 2 mois après, il y a eu un recomptage. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de remettre leur numéro de DPE dans la machine de l'ADEME pour les petites surfaces de moins de 40 mètres carrés, parce que ça enlevait énormément ça faisait sortir de l'autorisation de location énormément de logements. Et en fait, comme par magie, ils sont passés d'une étiquette péjorative à une bonne étiquette. Ça s'est passé il y a 2 ans à peu près en France, où... 6 mois après le nouveau, qui était juillet 21, et c'est... Donc, ouais, c'est ça. Moi, je le vois début 22, en fait. Où c'était au début de l'année. Où, en fait, moi, je le sais parce que j'avais une maison en vente et je suis allée mettre ma maison et, en fait, elle n'avait pas bougé. Mais en tout cas, les petites surfaces à Paris, comme tu racontes, de moins 40 mètres carrés, elles se sont retrouvées comme ça, par magie, d'une étiquette F à D. Tout va bien, pas ça. Mais tout va bien, en fait. C'est ça. En fait, c'est juste, il y a une barrière au-delà de laquelle vous allez pouvoir continuer à vendre votre appartement normalement. Et c'est assez étonnant, en fait. Et peut-être qu'il y a juste un complément à inventer, c'est que cette mise à jour suit le changement de méthode de calcul de juillet 21, qui est le moment où ça devient contraignant. Oui, mais d'où la question qui est très bonne, à mon avis, c'est pourquoi le DPE, en fait. Bien sûr. Pourquoi le DPE? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de montrer une forme de pensée sobre
qui peut être tout simplement des gens qui vont réfléchir à faire des travaux dans ce qu'est leur maison, après en l'habitant. Il y a des choses plus intelligentes à faire que systématiquement enlever peut-être les chaudières fuel, j'en sais rien, et pour mettre en plus des pompes à chaleur qui vont coûter au ménage 3 ou 4 fois plus cher en termes d'électricité, en termes de... Oui, en fait, je pense que le meilleur exemple, le truc le plus coûteux en termes d'économie d'énergie générée, c'est les fenêtres. You talked about windows as number one big time. Mais en fait, les fenêtres coûtent très 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 cher en termes de ratio d'économie d'énergie sur investissement. Et dès qu'on parle d'isolation thermique par l'extérieur, etc., on dit oui, mais le temps de retour sur investissement est trop long. Mais personne ne l'a fait pour sa fenêtre. Parce qu'il y a d'autres plus-values. Il y a moins de bruit, on se sent plus en sécurité. On le voit. C'est chez nous, on voit que la fenêtre, elle est plutôt pourrie, etc. Alors que l'isolation par l'extérieur, oui, mais je vais perdre peut-être en luminosité, ça va faire de l'échafaudage. Alors s'il y a du scaffolding disponible, mais il y a aussi le côté, est-ce que ça va être sale, ça va encrasser une vitre, finalement, c'est moins intrusif de passer une journée sans fenêtre le jour où on la change, et puis ça se voit chez soi, alors que l'isolation par l'extérieur, Il y a expert, on s'en rend pas. Il y a une perversion à ces trucs-là, parce que nous, ça sert à légitimer du logement qui est de mauvaise qualité, en fait. Mais du coup, justement, ils sont sortis des aides. Bon, ça fait partie des premiers trucs qu'a fait Macron, c'est qu'il a sorti du système d'aide du crédit d'impôt les fenêtres. Alors que c'était ce qui avait de plus facile à faire. Effectivement. Et je compléterai quand même sur un truc, c'est que il n'y a pas que le DPE. Même si c'est le DPE qui sert de jauge pour interdire ou pas la location, l'audit énergétique est quand même obligatoire depuis avant le DPE. Alors, au fil des années, c'est la taille de l'habitat collectif concerné s'est réduite. Au début, c'était, je vais dire n'importe quoi, mais 350 logements en plus, ou peut-être que c'était 250, je sais plus. Ça, c'était les premiers à être obligés à faire un audit global collectif à l'échelle de l'immeuble avec des plans pluriannuels de travaux, etc. Ensuite, c'était ceux de plus de 55 ou plus de 100, je sais plus. Enfin bon, de plus en plus petits. Et donc aujourd'hui, on arrive dans les seuils où c'est les copros de moins de 15-20 qui commencent à être concernés par l'obligation de faire un audit énergétique qui, pour le coup, n'est pas parfait. Enfin, je crois que ce qu'a dit Marjorie, c'est que même les outils les plus shadés sont pas parfaits. C'est peut-être ce qu'on peut retenir. Et le DBE est très très loin d'être l'outil le plus shadé, ça. Mais il y a quand même des outils intermédiaires qui sont les audits énergétiques où les gens viennent, pour le coup, et c'est pas... Enfin, on en a parlé à la pause avec Pascal. L'audit énergétique d'un logement, c'est 150 €. You get what you pay for. Non, mais c'est vrai. Et par rapport au coût de location, par rapport au prix de vente, c'est dérisoire, en fait, 150 €. Néanmoins, c'est 150 €. Pour savoir de quoi il s'agit de mesures ou encore des destinations sur... Oui, tu vois. L'audit et l'audit. Donc l'audit, pour le coup, il y a une réelle... Là, on fait un pas vers les outils de Marjorie. On fait un pas vers des simulations thermiques dynamiques. On fait un pas vers des visites d'appartements où on regarde plusieurs appartements, on regarde des factures, on fait toujours pas où on calibre. Full chaleur à travers un mur, par exemple. Mais non, mais les chercheurs n'y arrivent pas. Mais non, on regarde pas comme ça le ciel. Je te dis pas de conneries. Nous ne savons pas le faire correctement. C'est le propos de Marjorie, c'est que oui, caractériser un mur, on y arrive en allant chez les gens. De l'extérieur, tu n'arrives à rien faire. Donc en fait, il y a un problème de... Enfin, tu l'as dit, l'habitat social, les gens sont coincés, ils n'ont pas le choix. À partir du moment où le bailleur social a dit on fait des milieux, on en fait. Et on trouve des gens qui sont partants pour le faire. Mais dans le privé, dans le logement copro, c'est mort. Même mettre un capteur pour l'audit, il y a un capteur. Hein, on fait une mesure de température pour voir déjà si ce que donne la consigne. Est-ce qu'on arrive à chauffer tous les appartements dans l'immeuble de la même façon? La réponse est généralement non. Il y a les uns qui sont à 19, les autres qui sont à 23. Tout le monde a les fenêtres ouvertes. Il n'y a aucune régule, etc. Non. En fait, le message principal de Marjorie, c'est, et je peux que derrière, c'est que c'est d'une complexité hallucinante, cette chose qui est un bâtiment, parce qu'il y a plein de corps de métiers qui ne se parlent pas. Finalement, c'est d'une interdisciplinarité originale. Il n'y a pas de bâtiment pareil, donc il n'y a quasiment aucun retour d'expérience. Et il n'y a pas de démarche qualité. Et du coup, en fait, caractériser de façon simple pour les experts du domaine en recherche, tu vas voir la conférence IPSA, les Performance Building Simulation,
ce problème est gros, c'est un gros sujet. Et alors du coup, espérer qu'avec 150 € on arrive à faire un diagnostic fiable, c'est very wishful thinking, mais non pas que ce soit un bon indicateur, mais c'est ça ou rien à ce prix-là. Je dis pas que c'est mieux que rien, je suis pas forcément d'accord avec toi que ce soit mieux que rien, mais c'est ça ou rien. C'est un indicateur sur le tableau de bord. Et un thermomètre qui enregistre jour après jour et des factures à côté. Bah ça, tout d'un coup, il y a le secret statistique, tout d'un coup, il y a un machin. Donc, dans le social, on y arrive. Parce qu'ils sont captifs, parce que c'est pas eux qui disent, c'est pas les habitants qui choisissent, en fait. Mais en copro, le temps qu'on met à générer le vote pour un audit, Ça serait logique. On pourrait imaginer de distinguer. mais dans l'audit, c'est ce qu'on fait, hein, pardon Christophe, hein, juste pour terminer, dans l'audit, c'est ce qu'on fait, pour te compléter ma description, c'est on fait des mesures, on fait de la facture en face. Par contre, c'est pas les factures du jour J avec les mesures du jour J, parce qu'il y a un mois de décalage, parce que le temps que le syndic reçoive la facture, c'est pas comme non, c'est pas en temps réel. Alors bon, ça, là par contre, c'est tous les compteurs intelligents qui vont dire ah ben il vous faut des compteurs intelligents. Et oui, ça a un rôle. Et ça et sur le tertiaire, on voit l'impact, c'est-à-dire que les gestionnaires de bâtiments tertiaires, des bureaux, tout ça, quand on leur dit bah regardez votre facture Enedis, j'ai même plus besoin de demander, je me connecte, je suis bureau d'études, je suis certifié, ça met 2 secondes d'aller avoir accès en temps réel avec Monceau, dès que si on veut la consulter. Et bah là, ils arrivent à faire regarder, bah regardez, on a éteint la lumière, ça fait ça. La nuit, vous n'avez pas éteint le tel climatiseur dans telle pièce, là on l'a éteint. Là, il y a des choses qui se font très très vite. Mais à l'échelle d'une copro, il y a autant de compteurs que de fluide, gaz, électricité. Il y a un compteur d'eau. Pour tout ce qui est consommation d'eau, c'est Flandel. Et alors là, on met le doigt sur la réglementation qui impose depuis les années 70 d'avoir une individualisation des frais de chauffage en copro. Mais personne ne le fait parce qu'il faut déposer chaque radiateur, mettre un compteur entrée-sortie sur tous les trucs. Donc il y a les bâtiments où c'est l'alimentation centrale qui rayonne dans les appartements, on y arrive. Mais pour les bâtiments où c'est une pieuvre en bas, et après c'est chaque radiateur, ça multiplie quand on part dans le monde étage de compteur, c'est impossible. Alors il y a des entre-deux, mais pareil, c'est des mauvais compteurs, c'est des mauvais indicateurs. C'est d'une complexité technique et opérationnelle assez hallucinante en fait. Sans parler des jeux capteurs, etc., dont vous avez amplement parlé, lui et beaucoup de chansons routières. Une idée au global des économies d'énergie réalisées en fonction de l'argent investi. Au global, en France, en Allemagne, en Belgique, je connais des pays forts. I don't know. That's the answer. I don't know if there is a global study on that. This is what you asked, no? But I know that there is. So now, when you want to do now the studies for big renovation and so on, I mean, I'm aware of one that they are doing in Queen's College in Cambridge. They basically give you a list, no, of what cost give each of the measures and how much you could save, but this could be ex ante, this couldn't be ex post of we have put this amount of money and these are the savings that we have made. I'm not aware of that, but there must be something. Is it not one of the goals of Pures 55? Maybe. It is not. To be honest, with one of the data sets there allows you to see how much the households are consuming and how much they have paid for the different renovations. So it could be a matter of making a match with that. But I didn't trust that much the set of reported figures either. So that was one of the problems, that there is some variables that people don't recall when it's... We cannot measure it, and but in the second, it's not important to have this work done. I mean, if renovation does not affect the energy consumption, then it's not necessary to have this work done. No? Mais est-ce que on pourrait well, the conclusion is that it does. I mean, there is. So if you renovate, you can get. I mean, I did a study in the UK. You get a reduction in the consumption
I only look at a couple of measures, so I didn't look at everything. Look at loft insulation, cavity walls, that was it. There are reductions early on more than later because there is a rebound effect. So basically you see a reduction in consumption of around 7%, between 7% and 10%, depending on the measure that you are implemented. And then you have a rebound effect. Depending on, there are a lot of studies about the rebound effect. So there are studies that will tell you 25%, 30%, 50%, and there are studies that will tell you 5%. But basically, at least the figures that the UK government have, there is a decline in the consumption in households of around, depending on the measure, in between 6-11%. At least during the first 2 years, then there is a little bit of a rebound. Jacques. Oui, il me semble que le cas allemand devrait être intéressant à regarder, puisqu'ils ont, en tout cas en partie, une forme centralisée de financement avec la KfW. Est-ce que cette banque-là n'a pas des données publiques qu'on peut regarder pour répondre à cette question? There are surveys, and sometimes what you get is like, yeah, I mean, it's normally self-reported data what you get. And some of the problems that we have as well is like there are no long time series in which you can follow exactly the same household for a very long time. So there are very few countries that have not repeated cross-sectional, but actually a panel of households that are reporting from this date to this date every year. So you can actually compare what is happening with them. Those are very rare. And the governments are not always willing to, I shouldn't say that, because it's been recorded. But there are some problems with the data that you receive sometimes. That's it. Toute dernière question pour clôturer notre après-midi. Merci. À Paris, il y a la loi 48 et il y avait la loi de 48 qui permettait d'avoir des loyers extrêmement faibles dans les appartements. Parce que les appartements étaient de très faible confort et la disparition de ces habitats-là a fait augmenter les loyers moyens, a participé à l'augmentation des loyers. Est-ce que le fait d'avoir ce confort supplémentaire, qui est tout à fait sympathique et souhaitable, ne risque pas d'avoir de données? Non, sorry. Je veux dire que l'amélioration énergétique des bâtiments ramènerait l'augmentation de loyer. Il y a des mécanismes en place pour le permettre, que tu peux prévoir dans ton bail. Il va y avoir des travaux et on partage les fricots entre propriétaires et locataires. Donc ça, c'est censé trouver. Après, ça va rentrer en conflit avec le plafonnement de loyer. Ça, oui, et puis en plus, les zones de vie à compenser ça, caper ça. Je suis pas sûr que le coût des loyers inclut cette dimension encore, maintenant. Alors, je suis d'accord pour le loi 48, effectivement. Mais c'est plus en fait la différence habitat neuf et tous les services qui vont avec qui font que dans du bâtiment performant, tu vas payer plus cher. Il n'y a pas la dimension du confort énergétique dedans. En tout cas, mais qu'est-ce que... On parle beaucoup des ménages qui sont en précarité énergétique. Et là, effectivement, il y a tous les aspects rebonds, etc., qui viennent... perturber les choses. Mais c'est peut-être pas eux qu'il faut regarder, il faut regarder peut-être les gros consommateurs. Parce que eux, ils sont pas du tout, ils consomment beaucoup, ils consomment moins maintenant, mais ils s'en foutent, de toute façon, ils fixent la température comme ils veulent. Donc c'est eux qu'il faut regarder. Les riches. Oui, mais ça. Ouais. And it's sensible to pricing. Non, je suis d'accord. Et là, ça doit se voir. Ou alors, c'est que vraiment tout ça sombre dans le ridicule. Mais je suppose que ça doit se voir. Mais si on travaille sur les pauvres, c'est qu'on peut y accéder aussi. Non. Travailler sur les pauvres, c'est facile. Parce qu'il y a une forme de captivité sociale. On travaille avec des bailleurs, on peut faire des entretiens, on prend du temps, mais on arrive à avoir... Travailler sur les populations aisées, c'est extrêmement difficile. Mais moi, je le souhaite. Je le souhaite ardemment. I just want to finish, like, I think it's the two sides of the same coin somehow. So you need also energy efficiency focusing on low-income households because you need them
to use heating. I mean, the majority of them are not having enough comfort. So basically, it's like the two things: making ones to be able to pay for a certain level of comfort, and making the others to reduce what they don't really need. But I agree with what you said. When it comes to money, it's more difficult to access the. So there's a harvesting bias. We're harvesting people who are already below what they should be. And so once they renovate, they increase. Ok. Ben, merci à tout le monde. Merci à l'innovatrice. Et donc, rendez-vous, c'est mercredi. Les deux. Mercredi. Non, les beaux du pont.